Jeanne Barnico est doctorante en histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est membre du Centre d'histoire du 19e siècle et elle travaille sur les pratiques et imaginaires du tatouage chez les femmes en France au 19e et 20e siècle. Elle avait commencé sa thèse sous la direction du très regretté Dominique Khalifa et elle la continue sous la direction d'Éric Fournier. Aujourd'hui, elle vient nous présenter un texte qui s'intitule « La cause, voilà la cause, récit de meurtre de femmes et tatouage à la fin du 19e ». Merci pour cette introduction. Je voulais d'abord remercier l'équipe d'organisation et les féliciter pour ce colloque absolument passionnant. Je vais vous partager mon PowerPoint. Est-ce que vous le voyez bien? Ok, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. L'enfant du malheur. La formulation interpelle en première page du journal Le Matin, le 30 septembre 1910. Elle résume pourtant efficacement le meurtre brutal de Suzanne Broca par 2 ouvriers dans le village de Valpuiseau. Elle révèle aussi tout le mystère qui entoure la victime. Le seul détail intime pour la caractériser est un tatouage qui titre ici le récit de sa mort. La couverture de l'événement est modeste, les circonstances mystérieuses, mais la plupart des journaux mentionnent ce tatouage qui est à la fois tragique et ironique. C'est à la fois un détail réaliste qui fait partie de la description du corps et qui exprime des usages qui sont à la fois des usages de prostituées d'une certaine frange du monde ouvrier, et une donnée suffisamment cryptique pour servir de support au récit. C'est une dernière parole qui est figée sur le corps de la victime et qui est ouverte aux interprétations d'un accusé, des forces de l'ordre ou d'un journaliste. Un détail sur lequel se concentrent des discours essentiellement masculins. Nous explorerons ici un corpus de récits de crimes et de faits divers qui concerne 17 affaires entourant des meurtres ou des assassinats de femmes entre 1881 et 1914. Il a été composé à partir du Petit Journal, du Matin et du Petit Parisien, donc les 3 principaux quotidiens d'information de la fin du 19e siècle. Ces affaires ont toutes eu lieu dans l'actualité de France, surtout dans le département de la Seine, et partagent 3 points communs. Donc la victime est une femme, la victime est décédée et la victime est tatouée. Ajoutons que l'accusé ou le principal suspect est toujours un homme, que ces femmes sont toutes issues de milieux populaires et que nous nous trouvons dans des situations qui relèvent soit du crime passionnel, soit du meurtre non crapuleux de prostituées. De temps en temps, on se permettra des incursions dans d'autres types d'écrits ou d'articles, ainsi que dans d'autres types de presse, afin de pouvoir éclairer des aspects saillants de ces affaires. Et le choix de cette période est motivé par le fait que nous sommes ici à un moment de rupture, même relative, dans l'histoire du quotidien d'information, avec avènement d'un nouveau journalisme sans fioriture ni commentaire. Nous sommes également à un moment de spectaculaire envolée de toutes les formes de récits de crime et de formation de figures d'une véritable mythologie du crime qui nous permettent d'observer l'influence de ces changements sur nos récits. S'intéresser ici aux récits de crime nous permet d'abord de retrouver des traces de cette matière brute que constitue le rapport de police avant que les journalistes n'en tirent leur article. Nous pourrons donc saisir la prise en compte du tatouage dans l'enquête qui suit la description du corps et les significations qui lui sont attachées. Mais il faut bien évidemment aussi prendre en compte que les récits de crime sont des récits qui tendent, et je cite Anne-Claude Ambroise-Rendu, à enraciner le crime passionnel dans le substrat de la comédie larmoyante, et qui sont aussi des récits copieusement lus et intégrés, dont les caractéristiques deviennent des imaginaires répandus. Afin de refléter ces usages variés, nous nous intéresserons à 4 grands temps du récit de crime. Le moment de la découverte du corps, qui est aussi celui de la révélation du tatouage, la première lecture du tatouage à l'aune des indices disponibles immédiatement, les grandes narrations dans lesquelles l'enquête tend à inscrire les femmes tatouées, et enfin l'inscription du tatouage dans les tentatives de justification des accusés. On y retrouvera surtout la chronique d'une réduction au silence de la victime et d'interprétations multiples de sa vie et de son corps. La chronique du fait divers commence dans nos cas avec la découverte du corps ou d'une victime blessée mortellement. C'est également à ce moment-là qu'entre en scène le tatouage pour des raisons qui sont d'abord tout à fait pragmatiques. Il fait en effet partie du signalement de la victime lorsque l'identité de celle-ci n'est pas encore connue. Le fait divers est le lieu d'une exposition verbale des cadavres qui en fait la morgue du journal. La découverte du corps de Blanche Boisselier en février 1885 donne ainsi lieu à la description suivante. Voici le signalement de la femme qui est exposée à la morgue, âge 25 à 30 ans, cheveux châtains, yeux bleus, taille moyenne, tatoué sur le haut du bras des lettres EA, au-dessous une pensée et les mots à moi, à l'avant-bras un cœur et les lettres AB.
La mention est dépassionnée, c'est un inventaire de caractéristiques dans lequel le lecteur est invité à reconnaître un disparu, et ça dénote une citation quasi directe des rapports de légiste. L'existence du tatouage y est connue, voire attendue devant certaines plaies. Signe particulier, ayant eu sur le bras gauche un tatouage que l'assassin a fait disparaître en enlevant la peau avec des ciseaux, précise un article à la découverte du corps de Berthe Sentier en novembre 1886. Ces tatouages sont d'une grande efficacité pour reconnaître les victimes. L'énigme du signe particulier de Berthe Sentier est résolue dès le lendemain, quand mademoiselle E se présente à la morgue et dit que sa sœur portait au bras gauche, précisément à l'endroit où la chair a été enlevée, un tatouage rose et bleu représentant 2 branches de laurier et au milieu desquelles se trouvait le nom d'Émile, et en dessous un pigeon et ces mots « à toi pour la vie ». Le tatouage est ici la pièce du puzzle manquante qui garantit l'identité. C'est un signe particulier miraculeux, quasiment unique dans ses combinaisons, qui peut suffire à reconnaître un individu. On ne possédait pour arriver à ce résultat qu'un tatouage remarqué sur le bras droit de la victime et représentant un cœur percé d'un poignard avec les initiales LB, lit-on à l'identification de Louise Bergère en octobre 1899. D'abord resserrées autour de la victime dans les années 1880, ces évocations voient entrer, à partir de la fin des années 1890, un second personnage qui est doté d'une expertise particulière. Il s'agit parfois de la personne en charge de l'enquête, comme M. Orsatti, commissaire de police de Saint-Ouen, à qui est attribuée la découverte de l'identité de Louise Bergère. Puisque le commissaire est supposé tout voir et tout comprendre, c'est par le biais de son regard qu'on est invité à lire les corps. Dans l'affaire Rose Jouin, en août 1904, voilà Amar, chef de la sûreté, dont on nous dit qu'il avait remarqué sur le bras gauche un tatouage représentant un soleil au-dessous duquel ces mots étaient tracés « Chevalier du soleil, âgé gêne pour la vie ». Il peut également s'agir d'un médecin ou d'un légiste, et le tatouage est alors inséré dans le récit imbriqué de l'autopsie, cadre qui permet l'évocation de tatouages situés dans des zones plus intimes en justifiant le retrait du vêtement. En 1902, Louise Robert est examinée par le docteur Sauquet, qui relève sur sa poitrine une branche de houx. La même logique est également suivie dans le cas de l'affaire Berthe Freinet, où c'est Alphonse Bertillon, directeur du service anthropométrique, qui est amené à lire le corps. L'énumération méthodique traduit encore la patte de l'expert. Entre les seins, la malheureuse fille portait 2 lettres PT dominant un cœur minuscule. Sur l'avant-bras droit, un autre cœur traversé d'un poignard. Sur le poignet droit, une églantine, etc. Dans le cas de l'affaire Elisa Vandamme, en mars 1910, le côté fiche d'identification est encore exacerbé. Alors qu'on cherche à retrouver les parties du corps manquantes de la jeune femme, les 3 journaux citent sa fiche anthropométrique puisqu'elle était connue de l'identité judiciaire. L'aridité des catégories habituelles de la fiche est cependant à ce moment-là remplacée par des phrases légèrement romancées. Sur le biceps du bras droit figure un autre tatouage d'un caractère équivoque sous lequel sont écrits ces mots « enfant du malheur ». Mais la parole peut être laissée directement aux journalistes à l'origine du récit de crime ou du fait divers. Le tatouage peut être inclus dans une vision générale de la scène de crime et est alors un de ces détails sordides qui permettent de peindre des mises en scène exceptionnelles par leur étrangeté ou par leur violence. L'affaire Marie Ferrari, en août 1909, est à cet ordre emblématique. Celui qui l'a poignardé a pris soin de maquiller la scène de crime pour faire croire à un suicide. La description de la scène contient le tatouage, jeté pêle-mêle entre autres éléments afin de compléter le tableau. Le docteur Vaton établit qu'il était impossible, étant donné la direction de la blessure, que l'italienne sur le bras de laquelle, entre parenthèses, on remarquait un cœur tatoué avec au-dessus ces lettres PLV, se fût frappée elle-même. Afin de gagner en efficacité dans la retranscription d'une scène, certains titres de presse ne craignent pas non plus de perdre en vraisemblance. La découverte du corps de Suzanne Broca contient ainsi ce détail un peu étonnant. Lorsqu'il fut possible enfin d'approcher du brasier, on trouva le cadavre de Suzanne Broca presque entièrement calciné. Seule la poitrine était indemne et on pouvait y lire encore ces mots tatoués en forme de collier, l'enfant du malheur. La peinture de la scène de crime ne manque alors pas de mise en scène, des petits arrangements possibles avec la réalité qui mettent en exergue des détails percutants et évocateurs. Une fois le corps de la victime introduit, c'est à partir de ce tableau que commence le travail d'interprétation. D'abord, le tatouage apparaît comme un support à partir duquel reconstituer le passé. Dès 1820, Lesson, officier de santé de la marine, écrivait que ces dessins ont généralement pour but de rappeler une époque marquante de la vie du tatoué. Les tatouages cryptiques nécessitent cependant des clés de lecture qui sont fournies par les proches. Le Petit Parisien, évoquant la reconnaissance du corps de Blanche Richard par ses parents en 1899, affirme que les initiales CB évoquent Clovis Beauvais, son premier amant, et le surnom Fanfan, celui que ses camarades appelaient tantôt Fanfan de la Maubert, tantôt Maurice des Canettes. Ces déchiffrements s'appliquent surtout au tatouage amoureux. Présents dans 9 des 17 affaires, ces noms et initiales tatoués sont lus comme une chronologie des affections de la victime et permettent même de supposer l'actualité des sentiments.
Pour le matin, l'identification du Étienne visé par le tatouage de Berthe Sentier permet ainsi d'extrapoler à partir d'un pour la vie qu'elle avait conservé une grande affection pour Étienne Baduel. Le message peut également être plus général et tragique et être interprétable indépendamment. C'est le cas du L'Enfant du Malheur qui sert de titre au compte-rendu de l'affaire Suzanne Broca dans Le Matin en 1910. Et il résume son existence pénible et solitaire. Si Suzanne Broca tirait quelques vanités de son tatouage, jamais elle n'en avait expliqué l'origine, lit-on dans le petit journal. En filigrane, le lecteur est invité à réaliser la tristesse du fait que cette explication ne pourra jamais arriver. Dire le passé par le tatouage, c'est aussi pointer en quelque sorte ce qui ne sera jamais plus et monter des mystères en tragédie. Derrière la reconstitution du passé pointe aussi une tentation de révéler des habitudes morales qui va grandissante à partir du tournant du siècle. Là où l'existence assez légère de Berthe Sentier en 1886 était posée en contraste du tatouage où elle promet un amour éternel à Étienne Baduel, l'introduction des tatouages de Clémence Sansois en 1908 permet de dire dans le même paragraphe « Ajoutons que cette fille passait partout pour avoir des mœurs très dissolues ». Cette évolution s'explique par la large diffusion de textes scientifiques qui formulent une corrélation entre débauche et tatouage chez les femmes. En 1881, Alexandre Lacassagne cite comme seule évocation du tatouage des femmes dans la somme qu'il consacre au tatouage en général, les conclusions de Parent du Châtelet sur la pratique chez les prostituées parisiennes en 1836. En 1899, dans un travail qu'Albert Leblond et Arthur Lucas consacrent au tatouage des prostituées de l'infirmerie de la prison Saint-Lazare, ils affirment même que c'est en effet dans ce sexe un indice néfaste pour la moralité du sujet. En 1906, dans Le Rire, Henri Avelot illustre la signification attendue chez les forces de l'ordre des marques corporelles. Face au cadavre démembré d'une femme amplement tatouée de déclarations d'amour, un physiomane assistant la police déclare « Ma science me dit que c'était une femme légère ». Dans le cas de ces affaires de meurtre, les allusions demeurent discrètes, se situent dans la juxtaposition des informations. Pourtant, l'association tatouage-prostitution n'est pas aussi stricte dans le quotidien de ces femmes. L'enquête autour de la mort d'Elisa Vandamme en 1910 révèle ainsi que si elle était bien une prostituée tatouée et de façon visible, la plupart des gens ignoraient sa conduite. De fait, 7 des 17 victimes sont établies comme étant des prostituées en carte ou connues des services des mœurs et 2 d'anciennes prostituées. D'autres, peut-être par généralisation, font l'objet de commentaires relativement subtils sur leur conduite ou sur leur caractère peu farouche. Le tatouage peut aussi être pris au pied de la lettre et considéré comme un indice, le contexte macabre de sa découverte lui donnant alors un sens nouveau. Cette interprétation se fait par le biais du commissaire, susceptible de reconnaître les individus nommés. En 1901, Amélie Voïdec déclare avant d'expirer à l'hôpital que l'auteur de son agression était un client de rencontre qu'elle ne connaissait pas. Pourtant, lit-on le 28 mai, Monsieur Rouffaut, commissaire de police, commença son enquête. Un tatouage existant sur le bras droit de la victime et représentant une pensée et un poignard avec au-dessus le nom de Chambaud, mit le magistrat sur la bonne piste. Le lendemain, le journal Le Matin ironise sur ce ton catégorique, en précisant, après avoir décrit le même tatouage, il est cependant à peu près certain dès à présent que cet individu ne sera pas inculpé du meurtre. Habilement ventriloqué, le tatouage a momentanément remplacé la dernière parole de la victime. À la belle époque, le tatouage met également sur la piste de la bande. À la suite du meurtre de Rose Join en 1904, le chef de la sûreté reconnaît le tatouage des mots Chevalier du Soleil. Cette indication ne devait pas être perdue pour le chef de la sûreté. Il savait en effet qu'une bande de malfaiteurs qui se qualifie Chevalier du Soleil fréquente les bouches des Halles, précise Le Matin. Le corps de la jeune femme est cette fois-ci réduit à un support sur lequel le criminel aurait signé son passage, même bien avant le meurtre. La main du meurtrier est également présente quand le tatouage a été retiré pour empêcher l'identification. Les chairs ont été enlevées à l'aide d'un instrument tranchant, sans doute pour faire disparaître un signe, un tatouage qui aurait pu faire reconnaître le corps, lit-on dans le Petit Journal en 1886. L'identité du coupable n'est pas donnée, mais la violence de l'acte imprime une idée de sang-froid et de professionnalisme qui le caractérise malgré tout. Le corps de la jeune femme est quant à lui réduit à un livre ouvert, dont le propos est inclus dans les narrations de la suite de l'affaire. Les récits qui sont construits par l'enquête ou par les enquêtés autour du meurtre entendent présenter le tatouage dans des structures qui vont lui donner un sens. Conséquence directe de l'omniprésence des initiales et des noms tatoués, on attend d'abord du tatouage de ces femmes qui répondent à un autre, de préférence celui du coupable, dans des symétries qui seraient satisfaisantes et qui sont largement mises en scène. Dans Le Matin, au tribunal, Fanfan Descanettes justifie ainsi le meurtre de Blanche Richard, aussi connue sous le nom de Clémence, en 1899, par 2 choses. D'abord les 12 absentes, ensuite le serment que Clémence et lui, Fanfan, se firent, à preuve que si c'était écrit sur le bras de Clémence, c'était écrit aussi sur le mien. Il exhibe un bras blanc comme le lait où nous lisons cette inscription superbe « J'aime Clémence pour la vie, 99 ».
Se joue dans ces scénarios une certaine romanticisation du crime. L'amour et la mort, le cœur de Clémence et le poignard de Fanfan, fin d'idylle, titre Le Matin. Cette correspondance trouve un écho dans un roman de 1899, Madame la Boule, par Oscar Métainier. Jeanne, tatouée d'un à la boule pour la vie, pour un amant tatoué d'un à Jeanne pour la vie, tombe dans la prostitution et meurt étranglée par celui-ci. Ce sont des mœurs des barrières qui sont peintes d'une façon quasi folklorique. Le tatouage est presque un costume, voire un rôle donné, qui se subtilise au prénom pour dire l'identité de la victime. Marie-Louise Le Bourgeois, tuée en 1911, est surnommée La Tatouée par le Petit Parisien, sans qu'on sache vraiment s'il s'agissait de son surnom ou d'une simple invention de la presse. Les tatouages révèlent surtout l'omniprésence du couple souteneur-prostitué qui condense en lui seul les idées d'amour tragique et de mœurs des barrières. Alexandre Desarméniens, l'assassin de Marie-Louise Le Bourgeois, avoue ainsi qu'il avait tué la tatouée parce que la jeune femme dont il était le souteneur menaçait de le quitter. Quant à Blanche-Marie Suiffon, en 1904, elle a été tuée par Léon-Pierre Régnier, son compagnon, qui reconstruit son cheminement criminel à partir des tatouages. Il lui reprochait 2 tatouages qu'elle portait au bras, l'un surtout en superbes lettres bleues, Fils Lauer. Il aurait un jour appris que Lauer était un malfaiteur des plus dangereux et qu'il avait été pendant longtemps l'amant de Blanche Suiffon, des libéralités de laquelle il avait vécu. Le tatouage donne sa couleur à des crimes de monde interlope et parfois même l'explique. Les meurtres sont généralisés par vertu d'une perspective surplombante sur des coutumes avant tout populaires, perçues comme chargées de violence et de prédestination sinistre. Lors de l'affaire Blanche Richard en 1899, le journal Le Petit Bleu profite de l'occasion pour décrire le phénomène du tatouage. C'est une tradition dans un certain monde, le dernier, de se graver la peau en caractère inaltérable des signes qui n'ont rien de cabalistique, y écrit Justin Robur avant de souligner que l'art de se piquer la peau est tombé dans le domaine des repris de justice. Aux repris de justice, mais surtout à partir de 1902 et de l'intensification médiatique du phénomène des Apaches à la bande de jeunes. Si, et je cite Dominique Khalifa, l'existence de jeunes ouvriers déclassés et progressivement passés à la délinquance n'est pas un phénomène nouveau, la réunion sous la bannière Apache des marginaux parisiens donne lieu à un véritable engouement populaire. L'influence du phénomène est perceptible dès l'affaire Louise Robert, tuée par balle en 1902. La description du tatouage de Louise, une guirlande de feuilles de chêne sur la poitrine, est associée à celui de Jean Chirade, son compagnon, témoin de la scène. Entre le pouce et l'index, le fameux trèfle qui servait de reconnaissance à une bande de malfaiteurs. En 1904, avec l'affaire Rose Join, la bande est présente pour la première fois sur le corps de la victime. C'est la mention Chevalier du Soleil qui met sur la piste de membres du groupe portant un tatouage analogue. Il l'aurait tuée pour préserver le groupe car, je cite, « chaque jour, c'était des batailles à cause d'elle ». Le tatouage de la victime, métonymique de la bande, permet à la fois de retrouver ses anciens comparses et de déceler le mobile du crime. L'affaire Rose Join est beaucoup traitée par le journal Le Matin, et elle fascine d'autant plus que Rose Join, qui se prostituait, incarne le rôle traditionnel de la femme apache, décrite par Michel Perrault comme tour à tour Hélène pour laquelle on se bat et fille de trottoir clandestine dont on vit, mais surtout comme principale victime de leur violence. Ces interprétations du tatouage par le biais de l'apachisme se révèlent parfois un peu douteuses, surtout sous la plume des journalistes du Matin qui sont très friands de ces thématiques. Ils sont les seuls à relier le tatouage de 3 points entre le pouce et l'index d'Élisa Vandame à la bande de Ménilmontant et à établir une théorie par ailleurs complètement fausse, selon laquelle elle aurait été tuée par ses comparses parce qu'elle était dénonciatrice. Mais l'idée de la bande surtout soulève une question, celle des responsabilités et de l'éventuelle culpabilité de la morte dans son propre meurtre. Le tatouage et avec lui la vie de la victime peuvent être ventriloqués par les suspects pour tenter de modifier la répartition des blâmes en leur faveur. 9 de nos 17 affaires concernent des ruptures. On y retrouve ces tatouages de noms et d'initiales qui officialisent parfois un concubinage. Dans Madame la Boule d'Oscar Métainier, qui paraît en 1889, on lit « C'est notre mariage à nous autres qui nous foutons un peu des momeries du maire et du curé ». Le tatouage d'un nom est, pour l'époux, doté des mêmes caractéristiques qu'un mariage en matière de prérogatives d'un chef de famille. Au XIXe siècle, les crimes passionnels sont dotés d'un taux d'acquittement exceptionnel et l'homme s'est désormais investi du droit de punir l'épouse ou la concubine qui ose défier son autorité en quittant le domicile conjugal. Les accusés n'hésitent ainsi pas à prouver leur concubinage par le tatouage. C'est par les 12 absinthes et le serment tatoué que Fanfan justifie le meurtre de Blanche Richard en 1899. Il est malgré tout condamné aux travaux forcés à perpétuité, et il faut noter que ces mises à l'honneur du concubinage ne sont pas forcément vues comme une bonne circonstance atténuante et font parfois même l'objet d'une véritable confusion. En témoigne la couverture de l'affaire Berthe Bruyère en 1913. Ces tatouages ne sont mentionnés que par le journal dans une brève nouvelle judiciaire décousue. La victime était tatouée. Le jury a refusé d'accorder le bénéfice des circonstances atténuantes à un apache répondant au nom de Louis Collin.
Les correspondances n'en restent pas moins séduisantes pour les contemporains hors des tribunaux qui l'exploitent et parfois l'exagèrent. L'homme qui a tué Berthe Sentier pourrait bien dire lui aussi la cause, voilà la cause. Il n'a pas tué pour voler, il était jaloux. Il croyait aux mots à jamais tracés dans les chairs vivantes, écrit Gustave Geffroy dans La Justice en 1886. On y lit des tragédies inévitables. L'assassin de Berthe Sentier y est l'Othello de la rue de la Cerisaie. En retour, les faits divers et les fictions qui en sont issus font office de mise en garde, de conte moral pour celles qui songeraient à faire de telles alliances amoureuses et à s'en tatouer les preuves. Plus efficace est l'explication de la correction du comportement déviant d'une femme symbolisée par son tatouage. S'y déploie alors toute la dimension genrée d'une surveillance de l'usage qu'une femme fait de son corps, mais aussi la prégnance de l'association entre tatouage et prostitution, qui fait de la marque cutanée le premier signe d'une dégénérescence. L'ensemble excuse le mari en lui donnant un motif légitime de rendre la justice dans le couple dont il a la responsabilité. En 1913, Pierre Delbar raconte au tribunal s'être usé à la tâche pour satisfaire les caprices de sa femme, Julia Adélaïde Laguerre, jusqu'à tomber malade. En sortant de l'hôpital, c'est la stupeur, largement mise en scène par le petit Parisien. Comment? C'était celle à qui il avait donné son nom qui menait une pareille existence. En peu de temps, Adélaïde était tombée au dernier rang des péripapéticiennes. Elle avait le corps tatoué et son langage était devenu d'une écœurante vulgarité. L'article récapitulatif de l'affaire nous cite un mot écrit par Delbar qui symbolise efficacement son sentiment d'impunité. Je suis marié légitimement avec cette fille, et comme elle a préféré se prostituer, j'ai préféré la tuer. Quant à moi, qu'on me coupe le cou à mon tour. Il n'est condamné qu'à 2 ans de prison pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec circonstances atténuantes. De même, lorsque Léon-Pierre Régnier tue Blanche-Marie Suiffon en 1904, c'est par fureur et par jalousie en apprenant sa conduite passée et le sens des tatouages. On y voit surtout une volonté de contrôler le corps de l'autre, dont le meurtrier considère d'ailleurs qu'il lui appartient. La blessure d'amour-propre qui conduit au crime se déploie en remarquant une trace du passé suggestive et potentiellement amorale. Léon Pierre Régnier, peut-être parce qu'il était également récidiviste, ne bénéficie cependant pas de la compassion accordée à Pierre Delbar et est condamné aux travaux forcés à perpétuité. En effet, la non-punition ou la punition moindre de ces meurtriers passionnels relève d'une admission que la prison ne les corrigera pas, puisqu'ils n'ont été amenés à tuer que dans des circonstances uniques. Elle relève aussi d'une admission qu'ils ont rendu justice eux-mêmes et qu'ils ont été provoqués. Or, la parole de la victime ayant été confisquée, ne reste plus que les interprétations du survivant. En 1907, Henriette Comtesse est poignardée par Edmond Bouillon. Devant le juge d'instruction, il affirme être en état de légitime défense. Il raconte que, en octobre 1906, la victime et lui s'étaient séparés. Elle avait cependant changé d'avis, et puisqu'il avait refusé de la reprendre, elle avait déchargé sur lui, sans le blesser grièvement, 2 revolvers, mais avait été acquittée comme ayant agi sans discernement. Cependant, pendant sa détention, Edmond Bouillon s'était marié. Cette nouvelle avait fait naître en Henriette Comtesse une extrême jalousie. Elle avait voulu lui faire quitter sa femme, lui jurant un amour éternel, allant même jusqu'à se faire tatouer sur le bras ces mots « J'aime mon petit Edmond Bouillon pour la vie ». Le serment d'amour habituel, ici non réciproque, devient une marque de frénésie amoureuse de la part d'Henriette Comtesse. On la lit plutôt comme une personne qui va jusqu'à s'infliger une marque douloureuse et supposément éternelle pour reconquérir quelqu'un qui ne veut plus d'elle. Harcelé par une maîtresse qui va jusqu'à de telles extrémités, Edmond Bouillon est justifié pour lui avoir porté un terrible coup de couteau qui entraîna la mort et est acquitté. S'il est évident que l'affaire d'octobre 1906 a joué un rôle non négligeable dans la preuve de sa légitime défense, le tatouage demeure un signe d'anormalité, quelque chose qui informe du caractère et qui permet de comprendre un individu à partir de sa physionomie, et qui réduit aussi la morte au silence par la proclamation de la folie. En conclusion, je voulais revenir brièvement sur un roman qui capture bien la suppression de la voix de la victime par le tatouage. En 1904, Gustave Geffroy publie L'Apprenti, roman étrange aux allures de collection de faits divers. Il figure en belle place l'affaire Berthe Sentier de 1886. La femme qui fait tracer sur son bras le nom enguirlandé de son amant ne révèle par un cri la souffrance qu'elle éprouve. Elle veut de toute sa volonté porter le signe de l'abandon de sa personne, elle se fait marquer d'une manière indélébile, elle devient une propriété, comme les esclaves et les soldats qui portaient sur le corps le nom de leur maître, de leur général, de la divinité de leur pays. Le tatouage y est décrit comme une déclaration qui viendrait imposer le silence, un étouffement d'un autre temps qui préfigure la mort. La mort effective le recouvre d'une autre série de discours, de la presse, des experts, de l'assassin lorsqu'il est identifié. Dans cette saturation, la voix de la victime se perd, ne reste plus que des débris d'histoire. Berthe Sentier, empoisonnée en 1886 à 20 ans par Louis Gavello, son ancien compagnon, incapable d'accepter leur rupture. Elisa Vandamme, étranglée en 1910 à 16 ans par Charles Ferdinand, un de ses clients. Julia Adélaïde Laguerre, tuée de 9 coups de couteau en 1913 à 19 ans par Pierre Delbar, son mari, parce qu'elle avait commencé à se prostituer. Leurs vies et occupations sont incertaines.
de même que les mentions de signes qu'elle portait sur la peau, des branches de laurier, des noms, des serments d'amour, 3 points entre le pouce et l'index, les mots enfant du malheur, comme des épisodes du passé, imprimés à même leur peau, avant que d'autres ne s'approprient un pouvoir décisionnel et définitif sur leur vie, puis sur leur corps, puis sur le récit de leur vie. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Jeanne Barnico. C'était absolument passionnant aussi. Je trouve que c'est fascinant, le mariage pour nous, le mariage à nous, là, à travers le tatouage et cette inscription d'une indissolubilité, alors même que le divorce est passé. J'espère qu'on y reviendra. Bon, moi, je voulais juste peut-être revenir sur la communication de Victor Ray. Euh, que je trouve particulièrement stimulante dans le cadre du colloque de ces 2 jours parce que ça montre bien comment le meurtre d'une femme peut être analysé différemment selon le contexte social de l'observateur. Et Victor, vous n'avez pas beaucoup insisté sur le fait que les chansonniers étaient issus de classes populaires et notamment parce que vous dites ce sont des anonymes et on n'arrive pas à pister. Mais je trouve quand même qu'il faudrait davantage creuser dans ce sens parce que le fait qu'on ait qu'on ne soit pas du côté de la défense d'un crime passionnel m'intrigue. Et j'aurais tendance à avoir peut-être une hypothèse ou une interrogation. Il ne faut pas oublier qu'on est dans les années 1880, on est avant et après hein, avec vos 2 corpus, et c'est la loi sur le divorce 1884. Et j'avais travaillé un petit peu sur le mariticide, vous allez remarquer que c'est mon obsession. Et le mariticide, c'était donc le meurtre de l'époux du fait du mariage et du fait d'un mariage qui était très particulier, qui était le mariage indissoluble. C'est-à-dire qu'on a commencé dans les années 1820 et 30 à défendre la loi sur le retour de la loi sur le divorce en disant de toute façon, la seule solution qui reste aux époux, c'est de se tuer l'un l'autre parce qu'il n'y a pas de divorce. Et à partir du moment où le divorce apparaît dans la loi, on ne peut plus dire que c'est l'indissolubilité qui porte le poignard. Et du coup, je me demande si ce n'est pas une des raisons pour lesquelles on va dans les classes moyennes et supérieures, là où le mariage reste quelque chose qui est très fort socialement et qui emprisonne vraiment les gens. Je me demande si ce n'est pas ça qui va amener à passer au crime passionnel, c'est-à-dire comment on justifie le meurtre de l'autre quand le divorce est possible. On ne peut plus dire c'est le mariage qui enferme et qui pousse au crime, et du coup on se tourne vers éventuellement le crime passionnel. Et ce que je trouve formidable dans votre communication, Victor, c'est que dans les classes populaires, on n'en est pas là à défendre le crime passionnel, parce qu'au fond, la question du mariage n'a pas le même poids, et du coup la question du divorce non plus. Et du coup, voilà, c'est un petit peu brouillon parce que je réfléchis en même temps que je vous parle, mais s'il y avait une question, c'est est-ce que la loi sur le divorce dans vos corpus, et là je m'adresse aussi à Jeanne, pourrait être considérée comme un marqueur, un début de rupture dans la manière de se représenter le féminicide? Alors, de mon côté, c'est assez compliqué à observer. D'abord parce que j'ai somme toute assez peu de mariages. Je l'ai dans le cas de Julia Adélaïde Laguerre, mais sinon, c'est un petit peu des formes alternatives de l'attachement où on va se tatouer le nom de quelqu'un, ce qui est peut-être d'une certaine manière considéré comme plus solide qu'un mariage qui maintenant est dissoluble, parce que il y a toujours moyen d'enlever cette trace-là, soit en retirant le tatouage, ce qui est généralement fait de façon très disgracieuse par coupure ou par brûlure, soit en recouvrant le tatouage qui ça est beaucoup plus fait. Et la rupture est aussi difficile à appréhender parce qu'avant 1880, je crois que autour du meurtre de femmes tatouées, j'ai beaucoup de corps qui sont retrouvés surtout dans la Seine, mais qui du coup ne donnent pas lieu à une enquête derrière parce qu'on ne trouve jamais la suite de l'histoire, mais ça accentue peut-être l'attention qui est portée sur le tueur par contre.
Dans le cas que j'ai du mari de Julia Adélaïde Laguerre, on a une mise en scène du tribunal qui est absolument spectaculaire, où on va insister pratiquement toutes les 2 lignes sur le fait que c'était vraiment un type bien et il a tout fait, il est parfait, il travaille dur. On a quelqu'un qui se lève spontanément dans l'assemblée en disant, je ne sais plus qui c'était précisément, mais en disant quelque chose comme « j'étais son crémier, je l'aime beaucoup, est-ce que je peux lui serrer la main ?» Enfin, c'est une mise en scène absolument débridée de comment cet homme est un homme modèle, et du coup, pour souligner le fait que c'est un coup de folie et que même s'il y avait d'autres moyens de se séparer de sa femme, on peut comprendre qu'il n'était pas dans son état normal et que c'était des situations uniques. Donc peut-être que ça a donné lieu à cette attention-là qui est beaucoup plus précise et aussi mise en scène de qui a tué et pourquoi il n'a pas choisi une autre manière de se débarrasser de cette femme. Et donc, il y avait une question pour Jeanne. Vous êtes-vous intéressée à l'emblématique dont relèvent les tatouages, hein, les pigeons, les fleurs et c'est quoi les PLV? Alors, PLV, c'est supposé vouloir dire pour la vie. Ah oui, pardon. En abrégé, il n'y a pas de souci. J'aurais dû le dire en plus. Je m'y intéresse, mais je m'y intéresse surtout dans le cadre de ma thèse de façon générale, où j'ai beaucoup plus d'individus sur lesquels travailler. Là, je suis à peu près à 500 personnes là où j'en suis. C'est assez compliqué à définir parce que certes, on a des motifs très éculés et qui se retrouvent très souvent, comme par exemple les pigeons qu'on qualifie parfois de colombes, ça dépend de la personne qui les lit. C'est pas très différent visuellement. Pour la vie, on va le retrouver tellement que ça va être souvent caricaturé. On va avoir aussi la pensée qui revient beaucoup et qui signifie presque par rébus qu'on pense à telle personne qui est loin. Donc ça, c'est des motifs éculés qui sont connus, qui sont étudiés par les gens qui s'intéressent au tatouage à l'époque, particulièrement la Cassagne, et où là, il n'y a pas vraiment de mystère sur les significations qui étaient associées, parce qu'on sait que dire « tel nom PLV sur un tatouage », ça veut dire qu'on fait un serment d'amour éternel à telle personne. Ensuite, il y a un autre facteur qui rend ça plus difficile à comprendre, qui est le fait qu'on souligne souvent que la personne qui se fait tatouer n'a que rarement le pouvoir sur son propre tatouage. En fait, soit on se tatoue soi-même, et là, on a un choix complet, soit on est tatoué par un tatoueur qui souvent fait ce qu'il veut faire et qui ne laisse pas forcément de choix sur le tatouage. Donc, c'est assez difficile de savoir si, par exemple, l'églantine tatouée sur telle personne avait une influence particulière pour la personne, ou si c'est juste que le tatoueur avait sous les yeux tel numéro de journal illustré où il y avait une fleur d'églantine quelque part et s'en est servi comme modèle. Et il y a toujours l'énorme problème qu'on rencontre avec les femmes à cette époque-là, qui est qu'on a peu de sources directes, peu de moyens d'accéder au sens qu'elle donnait à tel tatouage, surtout que généralement je travaille sur des milieux très populaires où il n'y a pas non plus une pratique intense du journal ou des correspondances par carte postale qui pourraient nous aider à illustrer un peu ça. Donc je m'y intéresse, mais je m'y intéresse sur le cadre long de ma thèse qui est encore dans le début. Donc on verra si un jour je trouve la solution miracle, mais voilà un petit peu les difficultés et les contours généraux de la question. Si je puis me permettre simplement d'ajouter, Jeanne, ce qui me semble aussi frappant, c'est cette récurrence de l'enfant du malheur. Oui. Dans les tatouages, il y a toute une emblématique sur le fait qu'on est né sous une mauvaise étoile, qu'on n'a pas de chance. Hein, il y a énormément de tatouages qui renvoient à ça. Oui. Comme c'était le titre de votre proposition, il semblait que toute cette thématique faisait écho aussi au féminicide, en quelque sorte. Voilà, on a nécessairement le destin nous voue au malheur, à la souffrance, à la mort violente. Enfin, je ne sais pas comment ça peut jouer par rapport à votre travail. C'est souvent interprété de façon très ironique d'ailleurs dans ces articles-là qui en balançant ce tatouage-là, ont une façon de monter ça en tragédie tout de suite. Mais dans le cadre même du tatouage, c'est assez intéressant parce que c'est originellement, surtout chez les hommes et surtout dans les bagnes, qu'on va beaucoup retrouver ça.
une façon de dire je suis née sous une mauvaise étoile, donc j'étais condamnée à venir à Biribi et à finir ma vie ici dans ces conditions affreuses. Et du coup, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que j'ai remarqué justement en faisant cette communication, d'avoir deux personnes, deux femmes qui étaient assez jeunes et qui avaient ce tatouage-là. Je vais essayer plus tard d'essayer de faire en quelque sorte une généalogie de ces tatouages-là et voir comment ils ont pu voyager, mais c'était effectivement intéressant à voir et c'est jugé particulièrement percutant par les journalistes qui traitent ces affaires-là, en effet. Une question que je me posais, Jeanne, c'est est-ce que ces signes de la propriété de soi par l'autre qu'on trouve sur ces corps de femmes, on les trouve autant sur les corps d'hommes? Est-ce que les hommes ont autant que les femmes des « à toi pour la vie » ou des cœurs et des poignards aussi, qui sont quand même, dans le cadre du féminicide, des signes très forts? On les trouve beaucoup, mais ils sont un petit peu noyés dans la masse. Ils sont situés autour de plein d'autres tatouages d'absolument tout ce qui passait. Il y a beaucoup de photos sur Criminocorpus de gens très lourdement tatoués qui étaient passés à la préfecture de police, où si on regarde bien, on va trouver entre un clown et telle référence à tel article de presse, un mot à telle personne pour la vie. Et ça se retrouve beaucoup, mais c'est surtout mis en valeur chez les femmes par le fait que c'est souvent le seul tatouage, ou alors un tatouage qui est situé au milieu d'un bras où il n'y a rien d'autre, et où ça prend un sens plus particulier. Et c'est surtout là que se situe le contraste, je pense. Mais sinon, il y a vraiment des jeux de correspondance qu'on a un peu vus dans un des cas, d'ailleurs, où ils s'étaient tatoués mutuellement les serments à telle personne pour la vie, à telle personne pour la vie. Voilà. Est-ce que ça évolue? Est-ce qu'on est capable de pister comme ça l'évolution de ce mariage indissoluble dans la, comment il disait, dans les chairs vivantes? Il croyait aux mots gravés dans les chairs vivantes. Est-ce que sur le corpus que vous étudiez, je ne sais pas jusqu'où vous allez pour votre thèse, est-ce que vous dépassez 1914? Pour ma thèse, je vais jusqu'aux années 60. Ah oui, pardon. Et du coup, est-ce qu'on arrive à avoir un peu, enfin, je pense que c'est extrêmement difficile, mais sur le corpus que vous avez, est-ce que vous voyez des évolutions justement sur la mobilisation de ces mots d'un mariage indissoluble? J'ai l'impression que ça disparaît un petit peu après 39, enfin que ça diminue un petit peu, mais c'est aussi dans un cadre où je trouve pour le moment beaucoup moins de tatouages du côté des femmes, et où quand il y en a, ça va être simplement des symboles, genre un papillon, une fleur, et pas plus forcément des mots inscrits. Après, c'est encore une partie du travail qui est en début de travail, d'autant plus qu'avec le confinement, ça a été difficile de dépouiller. Et ce qui est vraiment difficile à retracer, par contre, c'est le jeu de symétrie. C'est savoir à quel point les deux moitiés d'un couple ont été tatouées longtemps et se sont tatouées mutuellement. Ça, je n'ai pas encore la solution, parce que moi, pour le coup, quand je vois Afanfan pour la vie, je n'ai pas quelqu'un pour me dire que c'était Maurice Maubert derrière, ce qui est pratique. Je le ferai peut-être à partir de ces affaires criminelles, justement, où si j'en trouve d'autres, ce sera très riche. Et il y a aussi un gros problème quand on travaille sur le tatouage, c'est le délai potentiel entre le moment où le tatouage a été fait et le moment où il est enregistré par une instance qui nous dit telle personne a tel tatouage à tel endroit. Je travaille beaucoup à partir des registres d'écrou de prison, mais quand j'ai une femme de 30 ans, je n'ai pas de garantie qu'elle n'a pas été tatouée à 14 ans, ce qui quand même fait un délai considérable dans l'évolution des pratiques et des motifs qui sont facilement adoptés.